Là, il y a eu véritablement beaucoup d'avancées, beaucoup d'innovations. C'est presque un sans faute. Je dis presque parce que malheureusement, bien que nous avons cherché à l'éviter, il y a eu un peu de dommages collatéraux, mais en gros, c'est pratiquement un sans faute, en tous les cas, de l'armée. Nous, on fait vraiment confiance au dôme de fer parce qu'il est de plus en plus performant. En 2012, il n'arrêtait que 86% des Qassam. Maintenant, il arrive à un taux de réussite de 97%. Merci de nous retrouver pour le débat de la semaine. La dernière opération militaire de l'armée israélienne dans la bande de Gaza n'aura duré que 66 heures, mais les responsables de Tsahal assurent avoir infligé des pertes considérables au djihad islamique et notamment à ses dirigeants. Pendant ces 3 jours, les habitants du sud d'Israël ont une nouvelle fois vécu dans les abris, dans les chambres fortes. Alors, quel est le bilan de cette courte opération et de quelle manière les habitants du sud l'ont vécu et quelles sont aussi peut-être les solutions pour le sud d'Israël? Ce sont les questions du débat d'aujourd'hui. Et pour en parler, nous sommes ravis d'être avec ce matin Raphaël Yerushalmi. Raphaël, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien officier du renseignement militaire israélien et spécialiste des questions de défense et vous allez nous éclairer un peu sur le bilan de cette opération militaire. Et puis, nous sommes aussi à Sderot ce matin avec Chana et Yehuda Morin. Chana et Yehuda, bonjour. Bonjour à vous. On va voir avec vous dans quelques instants de quelle manière vous avez vécu ces 3 jours. Mais je voudrais commencer avec vous tout d'abord, Raphaël. Est-ce qu'on a un bilan? Est-ce qu'on sait un peu plus ou moins ce qui s'est passé pendant cette opération et surtout si les objectifs qui avaient été fixés ont été atteints? Oui, bien sûr, une opération extraordinaire. J'en profite pour saluer les habitants du sud d'Israël et nos invités de Sderot qui sont en première ligne et qui sont avec ça la défense de notre pays. Donc, je les salue. C'est une belle occasion de leur rendre hommage. L'opération elle-même, donc, ce qui la distingue des opérations précédentes, c'est d'abord la proactivité, c'est-à-dire nous avons commencé, nous avons tiré les premiers, nous avons pris l'initiative. Suite aussi à des arrestations de hauts dirigeants du djihad islamique, suite à des informations qui nous laissaient prévoir qu'il y aurait une tentative d'un grand attentat du djihad islamique contre des citoyens israéliens. Ça est passé à l'action. C'est une des rares fois, c'est presque une première, que nous prenons les rênes et nous allons de l'avant. Nous avons toujours jusqu'à présent été réactifs. C'était les Palestiniens qui tiraient les premiers et nous répondions de façon d'ailleurs souvent trop dosée pour calmer le jeu. Alors cette fois-ci, on n'a pas pris des gants. Non seulement on a été proactif, mais en plus on a commencé très fort en infligeant une gifle stratégique et psychologique au djihad islamique en supprimant le commandant de la région nord de Gaza du djihad islamique, un très très haut dirigeant. C'est une élimination donc ciblée. Et ensuite, pendant 2-3 heures, une sorte de blitz d'opération très très intensive de l'armée de l'air et de l'artillerie israélienne qui ont causé énormément de dégâts. Il y a eu à peu près 2000 sorties de l'armée de l'air israélienne pendant ces 66 heures, dont la grande majorité, je dois le préciser, c'est aussi une nouveauté, étaient des drones. En fait, 80% des sorties ont été faites par des avions sans pilote, ce qui a moins posé de danger d'abord pour nos pilotes, ce qui a aussi permis une plus grande précision dans les tirs, avec un effort constant, et ça c'est aussi ce qui a caractérisé cette opération, un effort constant d'éviter ce qu'on appelle les dommages collatéraux, c'est-à-dire d'éviter lorsqu'on frappe une cible qu'il y ait des gens innocents autour, des enfants ou tout simplement des passants. Et ça, le drone permet une plus grande précision qu'un immense avion de chasse avec des gros missiles. Donc ça a aussi caractérisé. On a détruit 170 cibles qui étaient sur une liste précise avec un succès de 90%. Il y a eu quelques très, très rares ratages. En majorité, on a détruit des rampes de lancement de roquettes et de mortiers. On a détruit des entrepôts d'armement. On a détruit des bases de terrorisme, de commando naval de terrorisme. Donc, il y a eu ici vraiment un coup important infligé, mais le principal objectif qui a été atteint, et c'était un objectif, le chef du Shin Bet d'ailleurs l'a déclaré à la fin de l'opération, c'est d'avoir créé une scission, une rupture
entre le Hamas et le djihad islamique. Ouais, alors c'était ma prochaine question, puisque c'est vrai que en général, les cibles de l'armée israélienne, c'était le Hamas. Cette fois-ci, d'une façon délibérée, visiblement, l'armée israélienne a choisi de s'attaquer aux dirigeants du djihad islamique. Oui, c'était le but, c'est-à-dire cette rupture et de voir si le Hamas allait effectivement rester sur la touche. Ce qu'il a fait, il était d'ailleurs pas trop mécontent parce que le djihad islamique ces dernières années et surtout ces derniers mois s'est très renforcé, il s'est consolidé et ça gêne l'OLP et le Hamas. Donc ils n'étaient pas si mécontents que ça que les Israéliens fassent un peu le travail pour eux. Mais ça a été obtenu, c'est-à-dire c'était flagrant. Le Hamas n'a pas bougé pendant que Tsahal pilonnait le djihad islamique et supprimait même certains des dirigeants. Alors, donc, il faut dire la quand nuit même... dernière, il y a eu d'ailleurs des arrestations. Le Hamas a arrêté des gens du djihad islamique et il y a une rupture. Alors, il faut dire quand même que des roquettes ont été lancées quand même. Hein. Plus d'1 millier de roquettes ont été lancées depuis la bande de Gaza vers Israël. Et là encore, avec un immense succès du dôme de fer, avec une réussite de 96% des roquettes lancées qui ont été donc déjouées par le dôme de fer, sans compter celles qui sont tombées en terrain vide, en terrain vague, et sans compter malheureusement celles qui sont retombées dans Gaza même et ont tué des Palestiniens. Ouais. Mais dans l'ensemble, même là, sur le déploiement du dôme de fer et sur la protection une des choses qui a été faite, qui a énervé d'ailleurs les habitants du Sud au début, ça a été aussi de fermer les routes, de fermer la voie ferrée. On n'a pas très bien compris au début pourquoi, mais en fait c'était pour éviter le moindre incident, c'est-à-dire même pas un tir de sniper palestinien vers une automobile israélienne, ou pire d'un mirador de Gaza vers un autobus. Et donc on a limité carrément tous les risques qui pouvaient incomber aux citoyens israéliens. Il reste encore beaucoup à faire sur le plan des abris, d'avoir de plus d'abris, de meilleurs abris, mieux aménagés, le suivi médical des gens qui sont en traumatisme. Il y a encore beaucoup à faire, mais là, il y a eu véritablement beaucoup d'avancées, beaucoup d'innovations. C'est presque un sans faute, je dis presque, parce que malheureusement, bien que nous avons cherché à l'éviter, il y a eu un peu de dommages collatéraux, mais en gros, c'est pratiquement un sans faute, en tous les cas, de l'armée. Alors, on va passer justement, on va voir l'avis des habitants de Sderot, de Hana et de Yehuda qui habitent à Sderot. Raphaël nous dit que c'est un sans faute au moins au niveau militaire. Est-ce que c'est un avis que vous partagez ? Oui. Mais bon, cette fois-ci, ça a été beaucoup plus violent que les autres fois. Ça a commencé vers 16h, je crois, le vendredi. Et le Shabbat, on n'arrêtait pas de faire des allers-retours de la salle à manger au Mamad. Et même quelquefois, on entendait le dôme de fer démarrer avant le Tseva Adom. Ouais. Tellement c'était précis. Mais bon, c'était très violent comme bruit. Le bruit était très fort. C'était affolant, quoi. Alors, racontez-nous peut-être, Hana et Yehuda, vous habitez à Sderot, je crois, depuis 7 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous installer dans cette ville ? On a suivi le déménagement de nos filles. Au début, on était 5 ans en Netivot. Après, elles sont allées 2 ans en Nitzan. Et là, elles se sont posées sur Sderot. Donc, ça fait 7 ans qu'on habite à côté d'elles. Et lorsque vous avez, on va peut-être laisser Yehuda aussi répondre, est-ce que lorsque vous avez décidé de vous installer à Sderot, vous saviez quelle était la situation, hein ? Vous connaissiez. Oui, tout à fait, on connaissait déjà. C'est pas quelque chose qui vous a. On était ancien habitant du Gush Katif, donc on connaissait déjà tous ces problèmes. Ça nous a moins perturbé, si vous voulez, que quelqu'un qui n'a jamais subi de violence. Donc c'est pour ça qu'on s'est installé à Sderot. En plus, maintenant, nous, on fait vraiment confiance au dôme de fer, parce qu'il est de plus en plus performant. Chaque année, par exemple, j'ai pris quelques chiffres. Là, en 2012, il n'arrêtait que 86% des Qassam. Maintenant, il arrive à un taux de réussite de 97%. Donc, il s'améliore chaque année. Bon, ce n'est pas du zéro mais sans c'est pratiquement. Danger, déjà, on a plus confiance dans le dôme de fer. Et pour la dernière guerre, là, ce qui nous a perturbé, justement, c'est quand ils ont commencé à fermer les routes. On savait pas pourquoi. C'était la première fois, vraiment, dans un conflit où ils fermaient les routes et ils arrêtaient les trains et tout. Là, on s'attendait entre nous. Bon, il y a tout un téléphone, il y a plein de gens qui se parlent entre eux à Sderot.
et on a su qu'il allait avoir quelque chose d'important. Donc, déjà, psychologiquement, on s'était préparé à cette attaque de Qassam. On savait qu'il allait avoir quelque chose de majeur. On ne savait pas quand ça allait démarrer. Voilà. Alors, on va revenir à vous, Yehuda et Hana, mais je voudrais revenir sur l'histoire du dôme de fer avec Rafat. C'est vraiment, il a prouvé vraiment son efficacité cette fois-ci. Hein. Oui, oui, il ne cesse de s'améliorer. C'est malheureusement parce qu'il est utilisé. Donc à chaque fois, on tire les leçons, hein, on apprend. 100%, il n'y aura jamais, c'est absolument impossible. Il ne faut pas oublier aussi que nous sommes dans un conflit sur le plan militaire, en tous les cas, de petite ampleur, malgré la violence qui a été évoquée par les habitants de Sderot. Sur le plan militaire, il s'agit d'un petit conflit. S'il y avait un grand conflit, par exemple, avec le Hezbollah, nous aurons affaire à des salves beaucoup plus fournies. Le Hezbollah, par exemple, a une capacité de tirer à peu près 1000 missiles par jour. OK? Donc 1000 missiles par jour, si vous faites le calcul même de 96 ou 97% d'efficacité, vous avez quand même une trentaine ou une quarantaine de missiles qui vont pas être interceptés par l'homme de fer et qui malheureusement vont atteindre leur cible. Une trentaine de missiles par jour qui toucheraient des cibles israéliennes, c'est tragique. Donc il y a ce problème-là par rapport à la quantité de salves et c'est pour ça que la stratégie consiste surtout à détruire les rampes de lancement. En fait, à la base, ce qu'il faut faire, c'est empêcher, c'est la grave erreur des politiciens israéliens juste pendant des années, c'est qu'ils ont laissé les organisations terroristes tant à Gaza qu'au sud Liban se renforcer, s'équiper, se développer, atteindre des quantités ridicules de missiles de toutes sortes. On n'aurait jamais dû laisser, il fallait tout de suite, immédiatement agir, détruire des entrepôts, détruire les rampes de lancement. Là, il y a eu une grave erreur sur le plan, en tous les cas, de la décision politique, car l'armée, elle a toujours été prête à le faire, comme elle a toujours été prête à éliminer les dirigeants. Donc voilà, le dôme de fer reste quand même l'arme miraculeuse, sans lequel, évidemment, on aurait des centaines de victimes. Par contre, là aussi, il y a une erreur stratégique très dangereuse, c'est de calculer notre stratégie en fonction du dôme de fer, en se disant « Ah, je suis protégé par le dôme de fer ». Ça, c'est une grave erreur. On devrait agir comme si nous n'avions pas le dôme de fer et considérer qu'on aurait pu avoir des centaines de victimes et qu'il fallait taper encore plus fort. On a tapé très fort et je pense qu'il fallait taper encore plus fort. Alors, justement, je voudrais parler de ce sujet avec Rana et Yehuda d'une façon un peu plus générale. Alors, c'est vrai que cette opération a été couronnée de succès, les dirigeants du djihad islamique ont été éliminés, etc. Mais on a l'impression que le problème du sud d'Israël existe toujours. Et vous, est-ce que vous avez l'impression que Israël ne fait peut-être pas suffisamment par rapport à ça? L'État d'Israël et les dirigeants israéliens, quel que soit le gouvernement, hein. Oui. Vas-y. Moi, j'ai trouvé que Lapid, le gouvernement Lapid qui était en place à l'époque, a très bien réagi par rapport à d'autres comme les autres gouvernements qu'il y avait, et comme a très bien dit Jérusalem, il a pris vraiment conscience de la force. Il fallait frapper fort et en premier. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et vraiment, pour nous, ça a été un gage de réussite. Et vraiment, moi, je remercie même le gouvernement Lapid. Je ne suis pas pour Lapid, mais je suis content de sa décision militaire. Il a vraiment réussi. Et ça nous a quelque part conforté, nous, de voir que cette fois-ci, comme on n'attendait pas, on était gentil avec les Arabes, on faisait attention, on n'essayait de pas faire trop de vagues. Non, on sait très bien que de toute façon, c'est qu'un épisode. Et que ça va continuer, ça on en est conscient. Mais justement, quand vous dites… Le maire de Sderot, Alon Davidi, parce qu'il nous a évacués le dimanche soir, toutes les personnes âgées, certaines personnes âgées et sensibles, il les a évacués à l'hôtel d'Anne de Jérusalem. Ah oui. C'était sympa de leur part. On était 3 bus à peu près. 3 bus de personnes âgées de 0. Il y avait une équipe aussi, je crois. Mais justement, je voudrais qu'on parle un peu plus de cette façon d'agir du gouvernement. Quel est votre sentiment, en fait, par rapport à ça? Qu'est-ce que vous ressentez? Alors, c'est vrai qu'on en a parlé pendant 3 jours. Pendant 3 jours, on a vu les caméras qui étaient sur Sderot, etc. Mais après, on a l'impression de vous oublier un peu. Et comment vous ressentez ça?
On a une routine qui fait que c'est vrai. On n'oublie pas. On n'oublie pas. Non. Il y a beaucoup d'enfants traumatisés. Vous oubliez pas, mais peut-être que les autres habitants du pays oublient un peu cette situation. Comment vous vivez? Quand on est allé à Jérusalem, on n'avait pas l'impression qu'il y avait la guerre. Ouais. On aurait cru qu'on était dans un pays étranger, que c'était un autre pays. Ça nous a choqué un peu. Donc vous vous sentez un peu mis à part, hein, un peu un endroit un peu mis à part du reste du pays. Oui. Bon, moi, On n'a pas les mêmes. C'est moyen parce que avant, oui, c'était Sderot qui était vraiment impacté par les Qassam, vraiment la région frontalière, etc. Mais maintenant, Ashkelon est beaucoup touché aussi, beaucoup, et Ashdod quelquefois. Donc maintenant, ça commence à s'étendre. Il y a Netivot. Il y a beaucoup d'Ishouvim qui sont touchés maintenant. Si vous aviez la possibilité de rencontrer le Premier ministre ou le ministre de la Défense, qu'est-ce que vous leur direz? Je trouve que le gouvernement est naïf envers les Arabes. Souvent, c'est de la naïveté. Ils gobent, ils ne comprennent pas qu'ils n'ont pas la même culture, la même façon de penser que nous. Et plus on sera gentil avec eux, et plus eux, ils diront on a gagné, on les a eus. Je pense qu'il ne faut pas être gentil avec eux. Et d'une façon plus peut-être précise par rapport à ce problème du sud d'Israël, à ces requêtes qui sont lancées vers le sud d'Israël, est-ce que vous auriez une proposition à leur faire? Non. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. La solution militaire, ce serait de rentrer dans la bande de Gaza, mais c'est quelque chose d'infernal. Ce serait infernal. On a laissé faire trop longtemps. On ne peut rien faire. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire à moins? Moi, je pense qu'il y a une solution politique à trouver qui serait la solution. Mais il n'y a pas de chef. Il n'est pas élu. Donc, il n'est pas élu. C'est une situation un peu pessimiste que vous nous décrivez, c'est-à-dire que vous êtes un peu, en quelque sorte, condamné à continuer à vivre dans cette situation, dans cette tension, en fait. Oui, mais déjà, regardez sur le dernier conflit, on a quand même eu l'impression que le gouvernement avait changé d'attitude, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc là, maintenant, ils commencent à donner des coups. Ils n'attendent pas d'en recevoir. Ils ont vu qu'on allait en recevoir, ils ont attaqué avant. Donc déjà, quelque part, ça nous conforte quand même. Mais ce n'est pas la solution non plus. Ce ne sera pas la solution. Je pense que la solution militaire, on l'a là, militairement, on pourrait tout rentrer dans la bande de Gaza et tout détruire, on a les capacités. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas le faire. Et donc, il n'y a qu'une solution politique qui peut résoudre ce conflit. Oui, mais il faudrait un autre chef. Il faudrait un autre chef peut-être. Du côté palestinien. Du côté palestinien. C'est que les Palestiniens, on n'a pas de répondant. Ouais. Raphaël, c'est un problème sans solution? Non, je suis tout à fait d'accord. Le problème, c'est le régime qui règne sur Gaza. Le problème, c'est qu'après toutes ces opérations, le Hamas demeure notre interlocuteur, presque notre partenaire, alors que c'est une faction terroriste qui veut la destruction de l'État d'Israël. Nous jouons, à raison d'ailleurs, la carte humanitaire, la carte économique, d'essayer d'avoir une meilleure vie pour les gens de Gaza, dont je rappelle quand même que la majorité ne sont pas des terroristes, mais des gens qui vivent dans la misère et sous une dictature djihadiste terrible. Et donc, il y a quand même ici une nécessité de renverser qui contrôle Gaza, de renverser la vapeur. Et la solution, elle est politique, bien sûr, décider que le Hamas n'est pas l'interlocuteur. Et pour cela, sur le plan pratique, éliminer physiquement, c'est jouable, sans rentrer dans Gaza, surtout pas rentrer dans Gaza, surtout pas risquer la vie de nos soldats. On peut d'abord, on l'a vu, bombarder de l'extérieur avec des drones et des avions. Pas besoin de rentrer, ça serait une erreur. D'un autre côté, les éliminations ciblées, car rien ne sert de tuer 10, 20 ou 30 lanceurs de roquettes. Ce sont les chefs qu'il faut éliminer. Et donc, Monsieur Sinoir, Monsieur Haniyeh, ce sont les gens à éliminer jusqu'à ce que le Hamas perdre le pouvoir et jusqu'à ce qu'on ait une chance d'avoir, d'abord peut-être qu'effectivement Ramallah, l'autonomie palestinienne reprenne le contrôle de Gaza et qu'il y ait donc Judée, Samarie et Gaza un gouvernement élu plus ou moins légal à Ramallah et non plus ce détournement, cette prise en otage. En fait, Gaza est pris en otage par le Hamas
même l'OLP à Ramallah, même le gouvernement donc légitime des Palestiniens est opposé à cela. Ouais. La solution pratique, c'est l'élimination ciblée des dirigeants jusqu'à ce qu'ils s'encourent, jusqu'à ce que ce soit la débandade, comme c'est en ce moment la débandade du djihad islamique. Ne croyez pas, ils sont très très affaiblis et ils ont très très peur du prochain coup qu'ils vont recevoir si jamais ils lèvent le nez. Merci, merci Raphaël. On va terminer avec vous, Hana et Yehuda. Vous restez à Sderot de toutes les manières? Oui. Ça ne nous est même pas venu à l'esprit de partir. Il y a une très bonne, à part toutes ces Qassam, il y a une très bonne vie sociale, il y a beaucoup de jeunes. C'est une ville qui s'agrandit énormément et qui était très intéressante pour les jeunes avec des familles. Eh ben, en tout cas, on va vous remercier, comme l'a dit Raphaël en début, vous êtes un peu notre défense aussi, hein, notre front de défense du Sud, et on vous remercie pour ça, et on vous soutient bien entendu, et on est de tout cœur avec vous en espérant des jours meilleurs, en tout cas que ce genre d'opération ne se reproduise pas, mais par rapport à ce qui tout a été dit aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose qui est un peu utopique. En tout cas, merci beaucoup. Merci Raphaël Yerushalmi. Merci à Hanav et Yehuda Morin de Sderot. Bonne continuation et Shabbat Shalom.